On commence bien hein, pour répondre aux questions. Je pense que l'album Moon Safari est rentré dans la vie des gens et que là, il y a une espèce de turnover et de choses transgénérationnelles qui se passent parce qu'il y a des jeunes qui découvrent cet album, qui aiment cet album et qui l'écoutent de façon frénétique parce que lorsqu'ils étaient petits, leurs parents écoutaient cet album aussi. Donc il y a un rapport différent, un rapport un peu justement légendaire, un rapport mélancolique, nostalgique, d'où, à mon avis, le côté frénétique de l'acheter vite. Et puis aussi peut-être parce qu'on vieillit, donc peut-être qu'un jour on ne jouera plus, donc ils veulent en profiter. L'idée c'est de retrouver ce côté rétro-futuriste. On a construit une espèce de boîte blanche complètement épurée. Et on a commencé par jouer les concerts dans des théâtres un peu baroques pour avoir ce contraste un peu monolithe de Stanley Kubrick. D'avoir un objet complètement qui n'est pas censé être là. Et pour créer ce côté voilà, futuristique, il y a une mise en scène, je dirais, physique de la création d'un objet. C'était pas seulement que des lumières ou des projections. Il y avait un côté organique, on voulait vraiment avoir cette espèce de soucoupe volante qui atterrit dans des théâtres. Parce que Moon Safari, c'était un peu l'album de la nostalgie de cette époque-là, de tous ces films de science-fiction qu'on regardait quand on était enfant, et de ce rêve qu'on avait qu'une fois à l'âge adulte, on vivrait comme ça, et ça ne s'est pas passé. Alors, Moon Safari, c'est le prolongement de ce rêve, en fait. C'est faire comme si ça s'était passé en vrai, en fait. Non, là, on va être très fidèle à l'écriture de Moon Safari, et on essaie juste de sublimer l'album, c'est-à-dire de restituer l'âme des morceaux, c'est-à-dire qu'ils soient intimistes, qu'ils soient spatiaux, avec une qualité sonore assez poussée pour du live. Et ce qui est super, c'est que la technologie de maintenant nous permet, parce que grâce en fait aux nouvelles technologies de speakers et aussi d'avoir en fait une ear monitor, d'avoir un petit speaker dans l'oreille, fait que le son est meilleur sur scène. Il y a aussi la technologie des vocodeurs qu'on peut vraiment sublimer maintenant. Même il y a 10 ans ou 5 ans, c'était compliqué. Et là, on peut vraiment avoir un son pur, un son vraiment beau, bien équilibré sur scène. Et c'est récent. Ça date vraiment il y a 5 ans, 6 ans, on n'aurait pas été capable de le faire. Et on a aussi tout notre matériel derrière la scène qui est contrôlé par des claviers de commande sur scène, donc on n'a pas besoin d'avoir tout le matériel de l'album sur la scène. Il est en coulisses et il est déclenché par nos synthétiseurs qui sont sur le plateau. Il y a les hommes de l'ombre. on est en pleine lumière, mais il y a des super techniciens, artistes derrière nous qu'on voit jamais. L'Angleterre, c'est le pays qui nous a fait passer dans le grand public en fait. Ça a été une énorme différence pour nous. Il a été joué dans des endroits hors des circuits un peu en France. C'était plus lié à une scène. Et en Angleterre, c'est devenu un peu plus grand public. Et c'est vraiment, ça fait partie de... Alors pas Air, mais cet album-là, il fait partie de la vie des gens là-bas. Ouais. C'est un album vraiment pour les Anglais qui est super important. Toute la French Touch habitait dans le 18e et on s'est tous retrouvés là. Et un soir, j'étais chez un ami, elle était là et elle habitait aussi dans le 18e et elle était fille au père, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais. Enfin, on a sympathisé, elle m'a dit qu'elle faisait de la musique, je lui ai dit que moi aussi. Et c'était le début des disques où il y avait des invités vocalistes comme sur Massive Attack, Chemical Brothers. C'était un peu dans l'air ce truc d'inviter des interprètes sur tes morceaux. Et donc, comme c'était dans l'air du temps, on avait des morceaux qui n'aboutissaient pas. On avait 2 morceaux qui étaient juste un peu des petites tourneries comme ça. Et on a essayé de les faire en chanson. Et en plus, elle a cette voix qui est incroyable, qui rappelle Karen Carpenter. Et nous, on était fans des Carpenters. Donc c'était de Karen Carpenter en particulier. Et du coup, c'était vraiment l'alignement des planètes, quoi. C'était improbable qu'on se soit rencontrés complètement par hasard. Il n'y a eu aucun
aucun calcul de maison de disques, de management, c'était vraiment le fruit du hasard. Alors qu'après, on a vu, c'est vrai qu'en Angleterre, c'était beaucoup des trucs plus professionnels, on va dire. Là, c'était vraiment... en fait, je crois qu'à ce moment-là, tout nous souriait, quoi. On avait bricolé l'album avec un home studio et quand on a signé dans une maison de disques, tout d'un coup on a eu du budget mais l'album était déjà terminé. Alors on a mis le budget dans les cordes en fait et on allait à Abbey Road et on a enregistré avec David Whittaker. C'était intimidant. Elle avait l'âge qu'on avait aujourd'hui quand on l'a rencontrée. Et justement elle en Angleterre, elle était... C'était un peu logique qu'on travaille ensemble parce qu'elle était vraiment reconnue. C'était une icône là-bas. Les gens l'admirent, admirent ses disques. C'est toujours embêtant quand tu rencontres des gens qui ont fait de la musique, qui ont compté pour toi, parce que tu es toujours un peu intimidé avec eux. Alors si tu rencontres, c'est pas un problème de célébrité, parce que nous, on peut rencontrer des gens célèbres si la musique qu'ils font ne plaît pas, on s'en moque complètement. Mais quand on est jeune, on a tellement écouté de disques de Frances Hardy, ou tellement écouté de disques de Robert Smith, ou tellement écouté de disques de David Bowie, ou tellement écouté de disques de gens comme ça, que quand tu les rencontres en vrai, tu redeviens un peu un petit enfant, en fait. C'est très bizarre. Tu perds tes moyens un peu. C'est dur de donner des indications à Frances Hardy, tu vois. Mais c'est dur de faire recommencer. C'est dur de dire je n'aime pas ce passage, j'aimerais que tu fasses autre chose. C'est compliqué. La musique classique, elle est rentrée dans l'ADN de notre musique. Elle a créé un phrasé, une connaissance des harmonies, une connaissance de la musique profonde. Et donc elle a été complètement absorbée, en fait. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne ressort pas des mélodies de musique classique. Ça a été un apprentissage dans l'enfance. Et donc du coup, voilà, elle a développé en fait la composition et l'improvisation chez nous. Et aussi, on regardait beaucoup la télé et certains compositeurs de films avaient étudié la musique classique de manière assez... Enfin, quand tu penses à Michel Legrand, connaissait par cœur tous les grands compositeurs. Il a étudié avec Nadia Boulanger. Donc en fait, quand tu écoutes par exemple l'affaire Thomas Crown, eh bien, tu perçois des bribes de musique classique à travers lui en fait. Et ça donne un goût pour des choses un peu plus évoluées que la pop musique classique. Quand tu regardes Star Wars, parfois tu as un peu de Wagner, alors que quand tu as 8-9 ans, tu vas pas forcément aller à un concert de Wagner, mais quand tu regardes la musique de John Williams, tu peux avoir des petites bribes, de musique classique. Moi, je trouve que c'est un musée absolument génial et qui gagne à être connu parce que franchement, c'est un endroit incroyable. Et je connais beaucoup de musiciens, notamment spécialistes des synthétiseurs, pour qui c'est une référence ce musée. Et donc j'encourage vraiment tout le monde à aller y faire un tour. Enfin, moi, la dernière fois que j'y étais, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Les instruments ont une âme, en fait. C'est très curieux. Peut-être qu'ils ont l'âme des grands interprètes qui l'ont joué, je ne sais pas. L'âme, c'est tout ce qui reste, en fait, qui perdure dans le temps. Certains instruments sont tellement parlants, ont tellement de caractère que justement ils restent. Et il y a aussi en fait il y a des Stradivarius, mais il y a aussi des synthés Moog, des synthés d'autres marques qui vont rester parce que ils ont une possibilité de création et ils ont un son, une texture et une ergonomie en fait hors du commun qui font qu'ils n'ont jamais fini de raconter ce qu'ils ont à dire. Et c'est ça en fait l'âme de quelque chose, c'est parce que on sent qu'en fait le caractère est très prononcé et très important et que en fait il dure dans le temps.